Rafizon, Shalom. Ciao, Vous allez bien? ça va et toi? Bon, Rachel, merci de me recevoir chez vous. Alors tu es bienvenu, comme d'habitude. Rafizon, ça fait longtemps. On n'a pas eu le temps, on ne sait pas si on a C'est vrai. enregistré un podcast. La dernière fois on avait parlé du Mashiach et il est toujours pas là. Il est toujours pas là, ça on ne sait pas, peut-être qu'il est là, il le dit pas. Ah, c'est ça. Maintenant, il s'est passé beaucoup de choses entre temps et comment vous dire ça de manière tranquille. On a l'impression de s'éloigner de la Géoula. Ça veut dire que ça va de moins en moins bien. Il y a 2 ans, moi, t'es parti sur une lancée, ça allait de mieux en mieux entre guillemets Israël, et là on sent que la guerre, elle est morte, les soldats ont à peu près 1 an de guerre quand même, une guerre la plus longue depuis la création de l'État, et on voit pas le bout. Alors, avant d'essayer de te répondre, même s'il n'y a pas de question, qu'est-ce qui t'a fait dire qu'il y a 2 ans, on était de mieux en mieux? C'était quoi le prisme? Il y avait une politique, alors, il y avait des problèmes politiques, il y avait des manifestations, etc. Mais c'était, j'allais dire, localisé. C'est-à-dire que le peuple d'Israël était plutôt un redoute au final. Non, ça veut dire que dans la rue, les gens ne se battaient pas comme aujourd'hui. Il y avait une certaine optimisme quand même sur le fait que oui, il y avait des problèmes par rapport à la réforme et que ça allait passer. Ça fait un petit peu qu'il y aurait eu des élections, il y aurait eu des trucs, ça allait passer. Là, aujourd'hui, on a toute une partie de la population qui pense que Bibi est le grand dictateur et qui dirige entièrement le pays et qui lâche rien, qui veut la guerre et qui veut que les otages restent là-bas. Il y a une autre partie de la population qui dit qu'il faut affamer des millions de Palestiniens parce qu'ils ne méritent pas de vivre. On ne sait plus trop où se mettre, en fait. Je pense qu'il y a 2 ans, les gens qui pensent qu'aujourd'hui, Bibi est le grand diable de l'histoire, je pense qu'il y a 2 ans, ils le pensaient également. Mais j'aimerais prendre un tout petit peu de hauteur avant de plonger. La création de l'État d'Israël, d'après la Emouna dans nos textes, s'agit de la Géoula, du début de la Géoula. Dans la mesure où nos sages nous ont déjà expliqué que la seule différence entre l'exil, Olam Hazeh, et Yemot HaMashiach, la Géoula, c'est l'asservissement des nations. De ce fait, à partir du moment où Moshe se libère de l'emprise de Pharaon, où on sort d'Égypte, bien qu'on ne soit pas encore en Israël, c'est la Géoula de l'Égypte, parce que nous devenons indépendants. Lorsque nous recevons la permission, après l'exil de Babylone, ou plus tard, lorsqu'on reçoit la permission du roi de Perse, Koresh, de revenir en Israël et de construire le Beth Amikdash, paradoxalement, c'est pas la Géoula. Bien qu'on soit à Jérusalem et qu'on construise le Beth Amikdash, avec Ezra et Nehemia. Pourquoi? Parce qu'on doit toujours rendre des comptes, à tous les niveaux, au roi de Perse. Nehemia n'est pas le roi d'Israël, il n'est que Pacha, il n'est que gouverneur sous tutelle des Perses. Et donc la Géoula du deuxième temple arrivera à l'époque de Hanouka, où on se libère de l'emprise grecque. De ce fait, la troisième Géoula arrive le 14 mai 1948, où on va déclarer l'indépendance de l'État juif, de l'État d'Israël. La Géoula, encore une fois d'après nos textes, d'après le Talmud, ne dépend que de l'indépendance. D'après le Maharal de Prague, il est un petit peu plus, regardant, et il veut 2 autres critères pour appeler cela la Géoula. Il veut que ça se passe en Israël. On aurait pu imaginer un pays indépendant en Ouganda. D'après le Talmud, ça aurait passé. Mais pour le Maharal, il faut que ça se passe en Israël. Et troisième chose, il faut que le peuple juif soit réuni. Plus dispersé, mais réuni. Là, vous allez me dire, il y a encore plein de juifs qui sont en dehors d'Israël, bien sûr, mais ça ne dépend que d'eux. C'est-à-dire que à partir du moment où la question est une question individuelle de savoir est-ce que je viens ou je ne viens pas en Israël, et là, ça ne rentre plus dans le débat de savoir est-ce que le peuple juif est dispersé ou pas. C'est toi, en tant qu'individu, est-ce que tu décides de venir ou pas? Il n'y a plus de livre blanc des Anglais qui nous empêchent de venir. Chacun peut décider, en fonction de ses capacités, de venir ou pas en Israël. En d'autres termes, voilà, la Géoula, elle est bien commencée. La Géoula n'a rien à voir avec, dans un premier temps du moins, précise dans un premier temps, n'a rien à voir avec une élévation spirituelle ou avec l'accomplissement de toutes les mitzvot. Lorsque la Torah nous dit « Veshadta
Ad Hashem Elohecha v'shamata bekolo. Il s'agit d'abord de revenir en Israël. Et ensuite, la Torah nous dit Ve'asita kol mitzvotav. C'est une deuxième étape. Alors nos sages vont expliquer ces deux étapes comme étant Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. C'est-à-dire construire d'abord le corps, la résurrection du corps d'Israël, un État, un pays, des infrastructures. Et ensuite, il y a un autre étage, Mashiach ben David, qui amène la Neshama, la connexion et le dévoilement divin. Pourquoi je fais cette grande introduction? Parce que, en fait, cette Géoula, elle a été précédée par ce qu'on appelle, dans le langage, Atralta de Géoula. Le début de ce qui va amener la Géoula. À faire de la Géoula, on peut le voir commencer dès le 19e siècle. Lorsque il y a les premières aliotes. Alors, on parle, de manière générale, on parle de la première alia en 1882, bien qu'on sait que c'est pas vraiment vrai. Il y a eu l'alia des Marocains, qui a eu lieu avant, avec le Rav Shimon ben Dov, dont personne ne parle. Il y a eu les Yéménites qui n'ont pas attendu 1882, même s'ils sont venus aussi à ce moment-là. Donc il y a des aliotes qui viennent. Il y a, dans la deuxième moitié du 19e siècle, les philanthropes, comme le baron Rothschild, comme le baron Touro, qui vont permettre, grâce à leur argent, évidemment, Moshe Montefiore également, de permettre que les Juifs commencent à revenir. Pourquoi je reviens là-bas? Pour justement expliquer ce qui nous arrive en ce moment. Ma façon d'analyser la résurrection nationale d'Israël va en plusieurs temps. Le premier temps, c'est le rêve. C'est que nous avons un rêve, nous avons un idéal, on est très loin de cet idéal, mais voilà, il y a un but. Et quelque part, tous les moyens sont bons pour arriver à ce but. Ce but, c'est quoi? Un pays juif. Et donc, ça va passer par l'Aïtiashvut, le fait que les Juifs sont revenus à la fin du 19e siècle. Entre parenthèses, les Juifs qui sont venus n'ont absolument rien volé à personne. On va en reparler parce qu'il y a beaucoup. Oui, mais voilà, c'est important de le dire. On est vers, comme tu dis. Donc, il y a les Juifs qui sont revenus. Il y a eu les démarches politiques mises en place par Binyamin Ze'ev, Théodore. C'est ce que tu veux dire, Théodore? Théodore. Ah, ça, c'est du nom, ça. Théodore, tu sais comment les Juifs, un peu religieux, voire religieux, parce qu'il y a des Juifs religieux qui se sont opposés à Herzl, mais il y a énormément de Juifs religieux qui étaient pour. Comment il l'appelait? Il l'appelait Matityahu. Matityahu, et d'ailleurs, dans son bureau à Herzl, il y avait une énorme peinture qui lui a été offerte de Matityahu à Cohen, de Hanouka, machin. Pourquoi il l'appelait Matityahu? Parce que ça veut dire Théodore. Théodore, ça veut dire Dieu a donné. Dieu donné. Voilà, Théodore, c'est Dieu donné. Théodore, Dieu a donné. En hébreu, en hébreu moderne, on dirait Netanel, mais en hébreu plus ancien, le nom qui était lu, c'était Matat, c'est un don, Yahweh, Dieu. Donc Dieu a donné. C'est bon, pour le kiff. Donc, il y a eu les idéaux politiques portés par le progressisme, et petit à petit, voilà, on continue. Il y a eu également une branche active, des fois même armée, pour se battre, et contre les Anglais qui ne respectaient pas leurs engagements, et contre la population arabe qui, en Israël, faisait la misère au peuple juif qui était déjà revenu. Donc, entre guillemets, et je rentre dans le... Je fais un peu l'avocat du diable. Ils étaient là avant. C'est-à-dire, attention, on en avait parti de manière attention. Il y a personne, je pense sincèrement qu'un dialogue avec quelqu'un qui dit que les Juifs n'étaient pas là il y a 2000 ans, il n'y a même pas de dialogue à avoir parce que c'est la base même. C'est pas sorcier, il est au courant que il y avait des Juifs ici. Donc, maintenant, il y avait des Arabes ici. C'est évident, ils ont tout à fait le droit d'être là. C'est-à-dire que quelqu'un, un Arabe, et je dis bien Arabe et je ne dis pas palestinien volontairement parce que le terme palestinien ne représente pas des Arabes. Le terme palestinien a été mis en place par l'empereur Adrien au IIe siècle, en 935, et le terme palestinien faisait référence aux Philistins bibliques qui n'étaient déjà plus là à l'époque des Romains. Mais lorsque Adrien change le nom de la Judée, juif, Yehuda, lorsqu'il change le nom de la Judée en Palestina, c'est pour bien enfoncer le couteau après la guerre de Bar Korba contre les Juifs. Et donc, on va donner le nom de cette patrie, le nom de cette terre, à leurs ennemis ancestraux de la Bible. Ouais. Mais les Philistins ne sont pas des Arabes de la péninsule arabique.
Ce sont des Européens qui viennent de la région de la Grèce. Les Palestiniens sont des Européens. Oui. Et c'est bien que dans l'histoire, entre Adrien et le 19e siècle, cette région s'appelait la Palestine, comme l'Île-de-France s'appelle l'Île-de-France. Donc c'était le nom de la région, et on s'en fichait de qui y habitait. C'était pas le nom des gens. On appelait les Palestiniens ceux qui habitaient en Palestine. Mais ça définissait de manière indifférente quelle ethnie que ce soit. Il y a la vidéo connue de Golda Meir qui montre son rapport, son passeport. Son passeport palestinien. C'est ça, palestinien. Exactement. C'est-à-dire qu'au final, et il y a la vidéo de la chanson texte de Herbert Pagani qui dit, et Palestinien a dit, je suis un Palestinien d'il y a 2000 ans. Effectivement. Et à l'approche de la création de l'État d'Israël, eh bien, juste avant, les seuls qui sont considérés comme Palestiniens sont les Juifs. Les Arabes qui habitent dans la région sont déjà considérés comme des futurs Jordaniens. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, il y a des Arabes qui sont là. Eh bien, très bien. Ils ont tout à fait le droit. Ils sont là depuis, je sais pas, moi, 500, 700 ans, des générations. Moi, j'en connais des gens avec qui j'ai parlé, qui m'ont dit, mais moi, je peux même pas te dire jusqu'où ça remonte. Les arrière-grands-parents, ils habitaient déjà ici, ils avaient une ferme à Féron, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et en aucun cas, je remets en cause cette véracité des faits. C'est tout à fait vrai. Quand tu veux le plan de partage, et je vais vous montrer l'image, on leur a pas demandé à eux ce qu'ils en pensaient. Mais le plan de partage n'a aucune valeur juridique. On y reviendra quand tu montreras les images. Mais le plan de partage, j'imagine que tu vas me montrer du 29 novembre 1947, n'a absolument aucune valeur juridique. Mais juste, c'est quoi? On va y revenir. Moi, je vous la mets. Voilà, tu peux la mettre. Les téléspectateurs sur. Tu peux la mettre. Non. Voilà. Quelqu'un qui habitait. Non, pourquoi je te dis qu'elle n'a aucune valeur juridique? Parce que c'est un plan qui est proposé par l'ONU et elle n'aura de valeur juridique que si les deux parties l'acceptent. Ok. Or, vu que le lendemain, le 30 novembre 1947, les Arabes du Hichouf de cet endroit-là déclarent la guerre, refusent le plan de partage, le plan de partage n'existe plus. C'est pas juste qu'ils refusent, ils disent on refuse et on fait partir les Juifs. Non, mais c'est... Il y a plus de Britanniques, à ce moment-là, les Britanniques sont partis. Non, ils sont pas encore partis. 2 secondes. C'est pour ça que, viens, on y revient, on va y revenir, mais 2 secondes. Ce que je dis, c'est, quand il y a des gens qui disent, mais attends, moi je suis là depuis des centaines d'années, je dis, mais bien sûr. Et il n'y a aucune raison que tu doives partir. Si tu es là depuis très longtemps, ça veut dire que tu as été là sous domination. Allez, disons que tu me dis que ça fait 1000 ans que tu es là. Allez, yallah. Et les gens, ils te disent, moi, ça fait 1000 ans que je suis en Israël, yallah. Regarde, les Juifs aussi. Et mec, disons qu'il y a un Arabe qui vient et te dit, moi, ça fait 1000 ans que ma famille est là. Très bien. Donc, si ça fait 1000 ans que tu es là, ça veut dire que tu as été sous domination des Croisés. Ça veut dire qu'après, tu as été sous domination des Mamelouks. Ça veut dire qu'après, tu as été, peut-être, si tu es venu dans le Nord, de nouveau sous la domination des Croisés. Peut-être qu'après, tu es redevenu sous la domination des Mamelouks. Ensuite, tu es devenu sous la domination des Turcs, des Ottomans. Et après, tu es passé sous domination britannique. Et maintenant, tu es sous domination israélienne. Comme c'est plus les mêmes époques. Là, on parlait de décolonisation. Ah, je parle pas de colonisation. Je parle du monsieur. Non, mais je parle de l'individu. L'individu, il est là. Et il n'y a pas de raison qu'il s'en aille. S'il n'a pas envie de partir, il n'y a aucune raison qu'il s'en aille. Le Shilton, le gouvernement, l'État, c'est le macro. C'est l'entité collective. C'est lui qui domine les infrastructures. Alors aujourd'hui, c'est la santé, c'est l'école, c'est sécurité, tout ce que tu veux. Avant, il y avait moins de choses que l'État prenait sur lui, mais aujourd'hui, beaucoup de choses. Très bien, mais il n'y a aucune raison que ça desserve l'individu arabe qui veut rester libre en Israël, à la condition qu'il accepte celui qui est au pouvoir. Et pour cela, il y a 3 options. Attendez, juste pour revenir. Quand les Britanniques, les Mamelouks, les Ottomans ils sont venus, ils ont fait la guerre, ils ont conquis, ils n'avaient pas le choix parce que c'était ou ça ou mourir. On est d'accord? C'est-à-dire que le Turc qui venait, il dit tu veux pas respecter ma loi, et ben je te mets un couteau à la tête et c'est tout. Mais quand l'Israël est arrivé, quand les Juifs sont arrivés, c'était pas ils n'ont pas conquis ça militairement. Ah bon? Il y avait les Britanniques, c'est un accord qui s'est fait, qui a commencé à Balfour, mais il n'y a pas eu un... Il n'y a pas eu la guerre d'indépendance. Non, la guerre d'indépendance est venue après. Elle a commencé le 30 novembre 1947. La guerre d'indépendance, elle commence seulement avant le 14 mai 48. C'est une guerre interne, puisque officiellement les Anglais sont toujours les patrons. Donc c'est une guerre interne entre Arabes et Juifs. Cette guerre, le 15 mai en fait 48, va devenir une guerre maintenant officielle entre l'État d'Israël
et les 7 pays arabes qui vont rentrer en guerre. Mais, encore une fois, toi, tu m'as posé la question par rapport à monsieur X, qui dit, moi, je suis là depuis tout le temps. Je dis, il n'y a pas de problème, reste là. Il n'y a aucune raison que je te déloge si, et je dis si, tu acceptes le fait que maintenant, les nouveaux dirigeants, c'est l'État d'Israël. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec beaucoup de gens. C'est ce qui s'est passé avec beaucoup de gens dans la Galilée, dans le Negev, à Jérusalem. Alors, Jérusalem, c'est encore différent. Mais dans la Galilée, il y a plein de gens qui sont des Arabes israéliens, qui ont une Théodat Zéhout, une carte d'identité israélienne, qui votent à la Knesset, qui ont exactement les mêmes droits que toi et moi. C'est zéro apartheid, zéro. La seule différence, pour des raisons sécuritaires, c'est qu'ils sont dispensés du service militaire. Ils peuvent demander à le faire, mais ils en sont dispensés. Service civil, comme les... Et ils ne sont pas obligés de faire le service civil, ils peuvent aussi demander à le faire. Ok? Mais ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas été touchés par la guerre ou par le changement de politique. Avant, ils étaient dans leur village, on va dire dans la Galilée, ils étaient dans leur village et ils étaient gérés administrativement par les Britanniques. Maintenant, ils sont gérés par l'État d'Israël, leur vie n'a pas changé. Alors, moi, encore une fois, avocat du diable, mais... Non, ça c'est une parole. Moi, je vous dis ce que j'entends. Oui. Il y a quand même une différence entre les Britanniques qui sont arrivés à l'époque de la colonisation, à l'époque où la France était dans toute l'Afrique, les Anglais étaient en Inde, etc. À un moment donné, tous ces pays-là, on dit qu'écoute, c'est pas chez nous, l'Inde. On peut rien faire. L'Inde, c'est les Indiens, enfin les Hindous. Nous, on est Britanniques, on rentre en Britannia. Les Français, avec beaucoup d'efforts, mais ils sont partis du nord de l'Afrique, etc. Et ben, il y avait peut-être cette volonté-là des habitants de Palestine, juifs ou arabes, mais plus d'arabes quand même, avant toute l'alliance, de se dire notre truc elle va arriver. Le point n'est pas que les juifs ils sont arrivés au milieu. Ils ont dit c'est chez nous parce qu'il y a 2000 ans c'était chez nous. Donc soit vous restez et vous acceptez ce que nous on dit, soit vous partez. Mais c'est là toute la différence. Tu vois qu'on est très très loin de la question que tu as posée au début, mais c'est malade. C'est malade. Mais je vous dis, encore pas, c'est des questions. Ah non, mais il n'y a pas de problème. Mais on va essayer de revenir à la fin. Ok. On va quand même à comment est-ce qu'on voit les choses. Est-ce que la Géoula... Moi j'ai 5 heures maximum. J'entends quand tu parles de décolonisation et le droit des peuples à se poser d'eux-mêmes, et donc chacun il a envie de... Mais c'est pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on peut faire dire à l'histoire tout ce qu'on veut. Mais à un moment donné, il faut se rappeler comment les choses ont commencé. Alors, viens, on fait les choses dans l'ordre. Lorsque les Britanniques vont conquérir cette zone-là, ils ne sont pas les seuls à conquérir la zone, c'est les vestiges de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, avant la Première Guerre mondiale, toute cette zone est dirigée par l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, ce sont des Turcs. Les Arabes qui habitent ici, en Israël, depuis 1000 ans, ne sont pas Turcs. Donc, ils sont des citoyens de l'Empire, enfin des sujets, enfin pas citoyens, mais des sujets de l'Empire ottoman. Ok? Entre parenthèses, l'Empire ottoman est divisé en plusieurs provinces, en Saint-Jacques, et donc ils sont des sujets de chaque endroit. Très bien, pas de problème. L'Empire ottoman est une terre musulmane. Pourquoi est-ce que les Arabes qui habitent, je sais pas moi, à Jérusalem, sous la direction de l'Empire ottoman, n'ont pas demandé d'avoir une autonomie d'un nouveau pays à eux, à cet endroit-là? Les Turcs ne sont pas musulmans, hein. Il y a un truc comme ça entre les Turcs et les... À l'époque de l'Empire ottoman, ils sont des musulmans. Non, c'est les Turcs ottomans. Même aujourd'hui, les Turcs... Non, mais les Ottomans, l'Empire ottoman, c'est des musulmans. C'est-à-dire, Suleiman le Magnifique, c'est un ottoman. C'est un ottoman et c'est un... Donc, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas demander d'avoir un pays à eux? Parce que ça ne se demande pas à l'époque, il n'y a pas de pays. Il y a des empires. Ok. Donc l'Empire ottoman, tu m'embêtes pas, c'est tout, t'es un sujet de l'Empire ottoman. Et puis de toute façon, c'est beaucoup mieux comme ça. C'est administré par province, c'est beaucoup plus simple. Et de temps en temps, le gouverneur, il doit rendre compte à Istanbul. Il levait d'impôts de temps en temps. Les d'argent, voilà, ambiance. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, ça va pas changer. C'est juste que les vainqueurs vont redessiner la carte. La Turquie devient la Turquie, il n'y a plus d'Empire ottoman. Et donc tous les morceaux... La Turquie a perdu. La Turquie et l'Empire ottoman faisaient partie des forces de l'Axe, ont perdu avec l'Allemagne et l'Empire austro-hongrois. Donc maintenant, l'Empire ottoman n'existe plus, on leur laisse leur camp de base, la Turquie, et tout le reste, ça se partage entre les Français et les Anglais.
Et voilà, tout ce qui est au nord, ce qu'on appelle le Liban, la Syrie, ça va être donné aux Français. Enfin, donné, les Français qui vont prendre. Ça, le Liban est censé devenir un pays chrétien. C'est censé être l'endroit, le bastion des chrétiens au Moyen-Orient. Ça a vraiment marché aujourd'hui. Même si dans les règles du Liban, si je ne me trompe pas, peut-être que je dis une bêtise, mais c'est peut-être l'inverse. Mais il y a plusieurs minorités au Liban. Je crois que d'après les conventions, le président, il doit être chrétien. Je crois. Bon, on sait tous que c'est pas le président aujourd'hui qui gère au Liban, c'est ça. Mais enfin, bon. Le Liban, la Syrie, c'est la France. Tout ce qui va être Israël, la Jordanie, l'Irak, c'est l'Angleterre. Bon, très bien. Il y a l'Égypte. Bon, l'Égypte, comme c'était déjà avant un pays, et que les Anglais avaient une position là-bas, mais l'Égypte reste l'Égypte, pas de problème. Mais tous les autres pays, je ne sais pas si tu as déjà vu une carte des pays du Moyen-Orient, c'est assez extraordinaire. Je sais pas, tu as déjà vu une carte de la France? Carte de la France à l'époque? Non, de France maintenant. Ah, ok, oui. Nous, on parle d'hexagone. Bon, en vrai, Ouais. c'est pas du tout un hexagone. Il y a plus de territoires en dehors de l'Hexagone. Non, mais même sans ça, je veux dire, dessiner l'hexagone français, c'est compliqué. C'est pas du tout des respirations rectilignes. C'est en fonction du relief, en fonction de ce fleuve qui passe par là, et voilà. Mais quand tu regardes les pays du Moyen-Orient, c'est fou comment tu peux les tracer à la règle, les frontières. Parce que c'est ce qui a été fait. C'est-à-dire que les Anglais et les Français, ils vont se séparer les différentes régions, ce qu'on appelle les accords de Sykes-Picot, en parenthèse, entre autres, et on va se séparer, on va créer des pays qui n'existent pas. L'Arabie Saoudite, ça n'existe pas avant la Première Guerre mondiale. La Jordanie, j'en parle même pas. L'Irak, c'est pareil. La Syrie, c'est pareil. Le Liban, c'est pareil. Donc, si tu veux, tous ces pays-là qui disent « Mais nous, on veut notre pays-là, c'est le droit de l'autodétermination », ça vient du colonialisme. C'est pas du tout que les peuples se sont autodéterminés. Sinon, il n'y aurait pas des guerres ethniques à l'intérieur de ces peuples-là. Soit prenons l'exemple de notre voisin, la Jordanie. Celui qui est à la tête de la Jordanie, le roi de Jordanie, il n'est absolument pas représentatif de son peuple. C'est pas... Il est... Il n'est pas de la même ethnie, ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont un gros problème de gérer la rue jordanienne. Mais alors, pourquoi il est mis en place? Parce qu'il avait aidé les Anglais, et machin. C'est un roi. Il sait ce que c'est une meilleure pratique. Vas-y, il sait ce que c'est les Anglais qui l'ont mis. C'est un Bénois. Non, c'était pas un roi saoudien, un truc comme ça. Mais il n'y avait pas de roi. Il y avait des chefs de cellules. C'est un chef, la famille de chefs. C'est tous des Bédouins. Ouais. Alors, qui vivent avec un code tout à fait légitime, tout à fait respectable, avec des lois qui sont de leurs lois depuis plus de 1000 ans, 20 000 ans, 3000, je sais pas, mais très anciens. Et il n'y a aucune raison de les mépriser, au contraire. Donc moi, j'ai aucun problème que les Émirats Arabes Unis se gèrent comme ils se géraient avant que ça devienne un pays moderne. C'est-à-dire, en fait, c'est quoi les Émirats Arabes Unis? Pourquoi il y a plein d'Émirats? Parce qu'en fait, chaque Émirat est dirigé par une famille, qui était la famille qui gérait cet endroit-là. Avant, il n'y a pas de problème si ça marche, ça marche. En Arabie Saoudite, il y a une famille qui est la famille qui règne aujourd'hui, parce que c'était la famille qui gérait le territoire déjà avant. Si ça marche, ça marche. Ça me dérange pas. C'est pas de la démocratie, mais bon, chaque culture, elle peut avoir sa culture à elle, je m'en fiche. Ce que je dis, c'est que lorsqu'on parle des Palestiniens aujourd'hui et qu'on me dit qu'ils ont le droit aussi d'avoir un pays à eux, le problème, c'est que cette identité palestinienne est une invention de toute pièce. Parce que les Arabes qui habitent à Jérusalem, enfin qui habitent en Israël, et qui disent qu'ils sont là depuis tellement longtemps, ne sont pas du tout les mêmes entre les différents endroits où ils habitent. C'est pas du tout la même identité. Les Arabes de Shrem, c'est pas du tout de Naplouse, c'est pas du tout les Arabes de Févron. C'est pas tout à fait la même langue. C'est pas tout à fait les mêmes, c'est la même langue, mais c'est pas les mêmes prononciations, il y a des différences. Et puis dans leur mentalité, ils viennent pas des mêmes endroits. Oui, ils se détestent. Non, Donc, si tu veux, tu peux pas parler d'une nation palestinienne, alors que, historiquement, c'est pas du tout des gens qui étaient une nation. Donc, lorsqu'on vient aujourd'hui, on dit, quel est l'événement fondateur du peuple juif? Je pense que si on demande à plus ou moins à n'importe qui, l'événement fondateur du peuple juif, de son identité de peuple, c'est la sortie d'Égypte. Ça, c'est pour les rebelles portugais. Non, pas du tout. Ben Gurion, c'était un religieux? Non. Non. Je ne considère pas comme étant le patron du chômage Shabbat. Même si, il a étudié le Talmud, il a machin. Dans sa bibliothèque. C'était quelqu'un qui avait une culture juive extraordinaire. Mais c'était pas religieux. Non. Il n'était pas pratiquant. Non.
Et pourtant, il y a le fameux épisode de sa joute verbale contre les juges américains en parlant du Mayflower. Il leur dit, à un moment donné, messieurs les juges, parce que là-bas au Congrès, ils veulent lui dire que c'est pas bien de faire l'État d'Israël, il faut attendre, machin. Et il leur répond, vous savez ce que c'est que le Mayflower? Alors, les Américains disent, mais t'es un chutzpan. Tu demandes à nous ce que c'est le Mayflower. Le Mayflower, c'était le bateau qui a amené les pionniers qui ont créé les États-Unis il y a 300 ans. C'est le nom du bateau. C'est genre leur truc fondateur. Les pères fondateurs sont descendus du Mayflower. Il a dit, vous savez ce que c'est le Mayflower? Il a rencontré. Il dit, très bien. Vous savez quand est-ce qu'il est arrivé sur les côtes? La date? Il dit, oui. Très bien. Vous savez ce qu'ils ont mangé quand ils sont descendus? Non, ce chou. Vous savez comment ils étaient habillés? Non. C'est pas ça qui est important. Il dit, votre événement fondateur d'identité qui s'est passé il y a 300 ans, vous n'êtes pas capable de me dire ce qu'ils mangeaient, ce qu'ils portaient, l'ambiance. Moi, l'événement fondateur de mon identité a eu lieu il y a 3500 ans. Et je peux te dire exactement à quelle heure on est sorti d'Égypte, qu'est-ce qu'on portait et quel matzot on a mangé ce soir-là. Tu vas pas m'apprendre ce que c'est qu'une nation. Donc, même David Ben Gurion, qui est pas religieux, il sait très bien que l'événement fondateur de la nation juive, c'est la sortie d'Égypte. Quel est l'événement fondateur de la nation palestinienne d'après eux? La création de l'OLP. Non, un mot. La Nakba. Nakba. C'est quoi la Nakba? La création des Juifs. C'est-à-dire qu'ils définissent leur identité nationale par nous. C'est parce qu'on est arrivé, alors d'un coup, alors il y avait une nation palestinienne. Enfin, tu plaisantes ou quoi? Il n'y a jamais eu de revendication palestinienne avant la création d'Israël. Ni non plus aux Anglais. C'est-à-dire que les Jordaniens, ils ont réussi à faire leur pays, la Jordanie. Il devait y avoir d'ailleurs la Transjordanie et la Cisjordanie qui devaient être en un seul et même tout. C'est la Jordanie, c'est un fleuve. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a jamais parlé de Palestine alors? Parce que le partage, il est entre les Palestiniens et les Israéliens. Le partage, il est entre les Juifs et les Arabes. Entre les Juifs et les Arabes? Bien sûr. Personne ne... Et si déjà on parle de Palestiniens, comme tu l'as répété tout à l'heure, on parle des Juifs. Les seuls qui ont un passeport palestinien, c'est Golda Meir, c'est les Juifs. Les Arabes n'ont pas un passeport palestinien, c'est un passeport jordanien. Donc, voilà, il y a une falsification de l'histoire qui est fantastique. Le drapeau de la Palestine, à l'origine, c'est quoi? C'est des drapeaux du... Le drapeau de la Palestine, le premier drapeau, il a marqué Palestine dessus. Ah, c'est le Magen David. C'est un drapeau, voilà, bleu, blanc, Magen David doré. Je le mettrai à l'image, voilà. Oui, il a marqué Palestine. Et des fois, il est marqué en lettres latines, des fois, il est marqué en lettres hébraïques. Palestine. On aurait presque dû garder le nom, en fait. Au lieu d'Israël, ça aurait pu être... Alors, c'est vrai que c'est un pays Israël. C'est que c'est comme ça, tout le monde aurait aimé Israël dans le monde, une croquette. Maintenant, tout ça pour dire qu'il y a une grande différence entre la dimension politique dirigeante et monsieur et madame. Et je répète, monsieur et madame, quand nous on est arrivés dans le 19e siècle, on n'a rien volé et rien conquis à personne. De deux choses l'une, soit on a acheté, mais de plein pot, de chez plein pot, des terres qui valaient rien. Parce que évidemment, les bonnes terres, L'offre et la demande... d'abord, il n'y avait pas d'offre de vente. Et deuxièmement, les bonnes terres, les Arabes ne voulaient pas les vendre. Et qu'est-ce qu'ils étaient prêts à vendre? Tel Aviv. C'était quoi? Et là Marrakech. Ouais, c'est Marrakech. Petar Tikva, Marrakech, toutes les terres qui ont été achetées par le baron Rothschild, par Moshe Montefiore, la sortie des murailles, créer les quartiers de Yermin Moshe, il n'y avait personne là-bas. Donc, soit on a acheté, soit on a été s'implanter dans des territoires qui n'appartenaient à personne. Enfin, on se rappelle qu'il y a des images en 47, en 48, où il y a des hordes d'Arabes qui fuient Israël. Moi, je te parle d'abord au 19e siècle. Ah, okay. On n'est pas encore en 40. Ce qui va se passer, donc, non, mais c'est important parce que si tu regardes une carte, je t'invite à mettre une carte pour nos auditeurs, des différentes localités qui ont été achetées par le baron Rothschild. Ok. Je te parle avant le 20e siècle ou même au début du 20e siècle, jusqu'à la guerre mondiale. D'accord? Tu vas voir le nombre de villages, 27 villages, qui sont achetés par le baron Rothschild. C'est des terres qui ont été achetées.
dans lesquelles il y a des nouvelles villes juives qui se sont mises en place. Makara, on n'a rien volé à personne, personne n'a dû fuir ou quoi que ce soit. Soit il n'y avait personne et c'était des marécages, soit les gens ont vendu leurs terres. Très bien, bah, j'ai acheté, comme tu achètes un appart, les anciens proprios, ils ne viennent pas tout le temps te dire, mais j'étais là avant. Ouais. T'as vendu. Ça va. Après, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer 1917. 1917, il va y avoir la conquête de toute la région par l'Empire britannique et les Français par le nord. Et en 1917, il va y avoir la déclaration Balfour. Déclaration Balfour, Monsieur Balfour, Lord Balfour, ministre des Affaires étrangères de Sa Majesté, qui dit que l'Empire britannique se voit favorable à l'établissement d'un foyer national juif en terre de Palestine et va l'aider à le réaliser. C'est très beau, ça fait plaisir, mais ça ne veut rien dire encore. La déclaration Balfour en tant que telle n'a aucune incidence non plus. J'ai lu que foyer, c'est en fait s'ils voulaient donner une maison. C'était une maison qui était prévue pour les juifs. Mais c'est. N'oublions pas que le contexte de pourquoi est la déclaration Balfour. Parce qu'il y a un homme qui est très très connecté là-bas, qui s'appelle Chaim Weizmann, qui a aidé l'armée britannique à gagner par ses inventions, il est chimiste, et il a inventé énormément de choses, des patendim, des procédés qui vont aider l'armée, en l'occurrence la sector, qui va développer un procédé pour remplacer. Et il aurait pu recevoir des millions et des millions et des milliards, mais ce qu'il demande à l'Empire britannique en contrepartie de ses brevets, c'est une reconnaissance publique, parce qu'il était membre de l'Organisation sioniste mondiale, reconnaissance publique, donc c'est ce que la déclaration Balfour fait, et ça n'a rien à voir avec une maison. Mais la déclaration Balfour n'est qu'une déclaration, certes, d'un ministre des Affaires étrangères, mais il envoie à M. Rothschild, c'est un truc interne. Elle devient officielle lorsque, en 1920, et 2 ans plus tard, à San Remo, en 1922, la SDN, la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, va signer la déclaration Balfour. Et dans cette déclaration Balfour, qui est signée et ratifiée, où la SDN donne un mandat à l'Empire britannique pour réaliser la déclaration Balfour, eh bien, il y a un pays qui est promis au peuple juif. Et ce pays comprend tout Israël actuellement, plus toute la Jordanie. Tout ça, c'est censé être Israël. D'après la déclaration Balfour, signée Ou Palestine pour les Israéliens. le nom n'est pas important. Ça sera la terre pour les Juifs. Je répète, c'est censé comprendre et ce qui est aujourd'hui Israël, évidemment les territoires également. Là, genre, la Jordanie. Et Liban, Syrie, tout ça. Non, le Liban et Syrie, c'est pour les Français. Parce qu'en Italie, non, il n'y a pas un truc. Oui, mais je te parle pas de la Torah. Je te parle les Français. Toute la région du Liban et la Syrie, c'est les Français, c'est pas les Anglais. C'est une carte qu'on peut retrouver, ça? Quoi? Elle est sur Internet, cette carte-là? Non, j'ai jamais vu une carte comme ça. Eh ben, tu sais quoi? Magie! Alors voilà, je te présente ici, c'est un travail d'un ami à moi, qui s'appelle Ilan Ben Moshe, qui a fait un travail magnifique. Alors là, c'est en hébreu, mais ça existe en français, en anglais, et je crois même en espagnol. Des cartes. Voilà. Tu demandais, mais ces cartes existent, comment ça? Alors par exemple, là, la première carte que je te montre, c'est la séparation à l'époque de l'Empire ottoman dans les différentes Senjak, les différentes régions, on en a parlé. Mais nous, on va arriver à la carte qui nous intéresse. Iné, voilà. Alors, tu as ici la carte Sykes-Picot. On est le 16 mai 1916. D'accord? Et donc, tu peux voir ici qu'il y a une zone qui est censée être la première zone, c'est, on va dire, la Galilée jusqu'à Jérusalem. C'est censé être une zone internationale. Et après, bah, ça dépend. Mais on est avant la déclaration Balfour. On est bien avant la déclaration Balfour. Et donc, qu'est-ce qui va se passer après? Eh bien, on y va. C'est parti. Veidat San Remo. Alors, à San Remo, voilà, les Français et les Anglais se partagent le monde. Le bleu, c'est la France. Et le rouge, c'est l'Angleterre. D'accord? Bon, d'accord, mais alors, où en est notre histoire à nous, qui nous intéresse? Eh bien, regarde. Voilà. Balfour. Voilà la carte du mandat britannique. Voilà ce qui est censé devenir l'État juif. Ça, c'est en 1920. Donc ça, c'est en 1920, ça va être signé en 1922. D'accord? Donc, voilà l'État juif, Palestina. Il y a beaucoup quand même. C'est le double de ce qu'on a, triple de ce qu'on a. Il nous reste aujourd'hui 23%
l'État d'Israël, 23% de ce qu'on nous a promis. Et après, c'est nous les voleurs. Ah ouais. D'accord? Donc, voilà, en termes de carte, voilà ce qui se passe. Ce qui va se passer, c'est que finalement, dans la déclaration Balfour et dans les accords de San Remo, il y a une clause. Tu sais, le petit alinéa. Le fameux écrit sur la... Voilà. Que les Anglais se laissent le droit, dans la partie est du Jourdain, de faire des changements en fonction des besoins. S'il y a besoin, on fait des changements à la partie est. Ben, ça ne va pas traîner. Un an plus tard, toute la partie est est amputée à ce qui aurait dû être l'État juif. Ce qui deviendra plus tard la Jordanie. Pour le donner aux Arabes, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'Arabes là-bas, ils ne voulaient pas d'aller voir. Bah, en fait, voilà. Non, c'est surtout qu'il n'y avait pas de juifs là-bas. Ouais, ok. C'est-à-dire comme il y avait 0 juifs à l'est du Jourdain et qu'il y avait beaucoup d'Arabes, on va commencer à se prendre la tête avec ça. Comme ça, les gens diront là-bas, les juifs disent... Voilà, tout va bien, tout le monde est content. C'est-à-dire bon, et après, il va y avoir énormément de plans de partage possibles et imaginables entre les Juifs et les Arabes qui vont être proposés par plein de gens. Alors, je te montre juste très rapidement. Là, on a la commission Peel. Ok. Commission Peel, donc on est en 1937. Et la commission Peel, elle te dit, voilà, c'est pas tant compliqué, on va avoir un grand pays en vert clair qui est pour les Arabes. Normal. Un tout petit pays en très lettre, comme ça, en turquoise, qui est en fait la Galilée et la bande côtière pour les Juifs, et un petit pays britannique, le couloir de Jérusalem, avec Jérusalem. Appartenant jusqu'à la mer pour avoir un accès. Ah, évidemment. Par les Juifs, parce que sinon ce serait pas marrant. Évidemment. Ok, donc ça, c'est censé être la conférence Peel. Les Juifs acceptent. C'est qui les Juifs à ce moment-là? C'est Ben Gurion. Ben Gurion. C'est le Yishuv. Ouais, c'est le Yishuv, le Yishuv, en 37. Les Juifs acceptent. Oui, ils veulent un pays. Ah, voilà. Les Arabes refusent. 37, donc on est avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Avant. Juste après la Seconde Guerre mondiale, il y a un plan de partage que tu connais pas. Attends, mais c'est fou parce que je l'ai jamais vu. T'as vu? Non, mais bon, mais parce que je l'avais jamais vu. Mais parce que en vrai, mais... il va avoir aucune incidence. Ouais, parce que là aussi, les Juifs acceptent. Alors là, tu vois que le pays juif, il est plus ou moins le même qu'on avait, mais on a perdu le nord-ouest de la Galilée, qui était dans la conférence Peel, c'était aussi pour les Juifs, mais là, c'est plus. Pays pour les Arabes dans la Judée-Samarie et zone britannique qui va jusqu'à Eilat pour avoir la mer Rouge. Les Arabes à ce moment-là, ils sont dirigés par qui? Ils sont pas dirigés. C'est-à-dire que les Juifs, ils acceptent parce qu'il y a une... Oui, il y a la Ligue arabe. Il y a la Ligue arabe. Une Ligue arabe. Il y a les chefs de clans, les chefs de tribus. Il n'y a pas une tête pensante, quoi. Ok, c'est pas... Okay. Mais dans tous les cas, de toute façon, ils n'acceptent pas. Okay, mais les Juifs acceptent. Les Juifs acceptent. Et ils veulent un pays. C'est ça? Et puis, finalement, arrive le fameux plan de partage que tu connais, que tu vas montrer. C'est-à-dire, mais ce plan de partage, encore une fois, il n'a aucune valeur juridique. Il n'aurait eu de valeur juridique que si les deux parties avaient accepté. Dans la mesure où les deux parties n'ont pas accepté, nous, on a accepté. Et encore une fois, on se rappelle que dans ce plan de partage, on n'a pas Jérusalem. Jérusalem est international. Et puis, c'est beaucoup plus gros que ce... Enfin, c'est pas la Cisjordanie, ils appellent ça la Cisjordanie aujourd'hui. La Judée-Samarie, ici... Elle est beaucoup plus petite en vrai. C'est-à-dire que là, je vois que ça touche presque les côtes et tout, quand même. Bah, c'est exactement ça. Ouais. Kalkilia, c'est là. Tout le Karem, c'est là. Oui, on prend un petit peu le recul. Non, c'est sûr. Et toi, tu te dis, pas de problème, faisons un État palestinien ici, qui va devenir le Hamas un an plus tard, et qui va avoir des gens qui sont entre tout le Karem et Netanya, 14 km. C'est ça. C'est-à-dire Malasot. Donc, tout ça pour dire... Attendez, cette carte-là, 47, les Juifs, ils acceptent une fois, les Arabes refusent, mais comme ils ont refusé toutes les cartes d'Arabes. Exactement. Parce qu'aucune carte ne peut les satisfaire, puisque dans les cartes, il y a un truc pour Israël. Ok, c'est l'antisémitisme. Oui, on veut pas taper une juif, mais c'est pas que de l'antisémitisme, c'est de la théologie musulmane. Ouais. C'est-à-dire que dans la mesure où cette région-là a été une terre musulmane, on n'a plus le droit d'en faire une terre autre. Ce qui est faux dans l'islam. C'est vrai, mais c'est faux. C'est vrai qu'en islam, une terre qui a été conquise par l'islam, et ce qu'on appelle maintenant Dar el-Islam, c'est une terre de l'islam,
Et donc, elle doit rester l'islam. Les autres terres qui n'ont pas encore été conquises portent un très joli nom d'ailleurs en islam. C'est comment elles s'appellent? Non? Par exemple, les États-Unis. Ça n'a pas encore été conquis officiellement par l'islam. Donc, c'est une terre qui s'appelle Dar el-Harb, la terre de l'épée. Parce qu'il faudra la conquérir. Bientôt. Inch'Allah. Mais la France jusqu'à Poitiers, c'est une terre de l'islam. Donc, c'est une abomination que ce soit maintenant la République française. Il faut le libérer. Alors, donc ça, c'est vrai. Mais c'est faux pour Israël. C'est faux pour Israël parce que le Coran lui-même donne cette terre d'Israël au Banu Israël. Que Allah a donné cette terre au peuple juif. Alors, moi, j'ai une histoire par rapport à ça. Ouais. On m'a demandé de le faire. Moi, j'étais à l'armée. Ouais. Et on était des gardes à Hebron. Et on a arrêté un musulman qui était là-bas. Parce qu'il avait un couteau sur lui. Voilà. Et je lui ai dit, justement, ce verset-là du Coran qui dit ça nous appartient. Hebron, ça fait partie de l'endroit qui est censé appartenir aux Juifs. Et il m'a dit une phrase qui, je pense, est assez choquante. Mais je savais qu'il me l'a dire parce qu'on m'avait prévenu pour aller me la dire. C'est, vous n'êtes pas juifs. Vous n'êtes pas les vrais juifs. Ah oui, évidemment. Parce que, et attention, parce que vous ne protégez pas, vous ne conquérez pas le tombeau de vos parents. C'est-à-dire qu'il est inimaginable pour eux que des enfants ne veuillent pas prier et vivre autour du tombeau de leurs parents. Il a raison. D'Abraham, Yitzhak et de Yaakov. Il y a un concept comme ça chez les musulmans, en Israël particulièrement, parce qu'en France, ils ne connaissent rien de ce qui se passe ici, mais en France ou ailleurs d'ailleurs. Mais les Arabes de la région, ils font une différence entre El Yahoud, les Juifs, toi et moi, et Banu Israël. Une identité qui a cessé d'exister, pour laquelle ils avaient du respect, mais qui a cessé d'exister. Bon, c'est évidemment une fable, c'est pour se donner bonne conscience. Mais des fois, il faut apprendre aussi de tes ennemis et de ce qu'ils te disent. Quand il vient te dire comment est-ce possible que tu n'attaches pas d'importance à la tombe de tes patriarches, je suis d'accord avec lui. Je suis complètement d'accord avec lui. Le fait que l'État d'Israël ne donne pas plus d'importance à la présence juive à côté des lieux historiques les plus emblématiques du judaïsme, la tombe de Yosef, la tombe d'Abraham, Isaac et Jacob, même que Rachel, c'est pas folichon. Donc, même la tombe de Rachel. Donc, j'entends ce que me dit mon ennemi. J'entends. Et il n'a pas forcément tort sur ça. Sur d'autres choses, il a... Oui, non. C'est... Enfin, tout ça pour te dire que jusqu'en 1948, Monsieur Arabe qui est là, jusqu'en 1947, c'est quoi? Monsieur Arabe qui est là, ben, il est là, il n'y a pas de problème. Et s'il n'est plus là, c'est parce qu'il a décidé de partir, parce qu'il m'a vendu sa terre, ou parce qu'il a décidé de partir, tout simplement. On n'a rien volé donc à personne à ce moment-là. Arrive le début de la guerre. Allez, juste avant de passer au début de la guerre. Ouais. Pendant cette période-là, où il y avait les Britanniques qui étaient là, qui dirigeaient l'endroit, il y avait quand même des guerres. C'était une guerre ouverte entre les Juifs et les Arabes. C'est-à-dire qu'il y a eu la Haganah qui s'est créée pour protéger les Chouvim. Il y a eu d'autres milliers juifs qui ont attaqué des villages arabes. C'est-à-dire, où étaient les Anglais? Déjà, où étaient les Anglais? Et de deux, qu'est-ce qui revendiquait ces Arabes? Parce que qu'aujourd'hui, ils ne connaissent pas l'histoire, etc. Bon, c'était il y a plus de 50 ans et aujourd'hui, on a une mémoire très courte. Mais à l'époque, c'est-à-dire que Rothschild, il a acheté les terres avant-hier. Ouais. Et l'heure d'après, ils essaient de récupérer ces terres. Ça les dérange énormément. Ouais. Ça les dérange énormément. Mais pourquoi ça les dérange énormément? Parce que quand Rothschild il vient, il fait un chèque. Chamen, un gros chèque, pour acheter les marécages de Petar Tikva. Il n'y a pas de Petar Tikva, c'est un marécage. Il veut dire oui. Il veut dire oui. Il veut dire oui. J'ai un livre très très bien de ça. Oui. Attends. Moi, je fais que avec des livres pour enfants. Sache que les livres pour enfants, c'est ça les meilleurs. Faut que tu t'achètes toute la fibra. J'en ai acheté quelques-uns, puis mes enfants allaient manger, donc je vais attendre un petit peu. C'est ça. C'est ça. Alors, magie. J'ai un livre, très bien, il est là. Ça parle de l'histoire d'un bonhomme que personne ne connaît, qui est absolument incroyable. C'est un personnage extraordinaire. D'ailleurs, je plaisante pas. C'est un personnage qui a sa statue à l'entrée de la ville de Petar Tikva sur une Harley Davidson. Ok. Et des ailes dans le dos. Je mettrai la photo. Moi, je l'appelle le Johnny de chez nous. Ok. Il a jamais eu de moto. Il a jamais eu d'ailes dans le dos. Il n'était pas rocker. C'était l'ambiance. Je sais pas quoi te dire. Il n'était pas à moto, par contre, il était à cheval. Ok. Et il était rabbin. Il avait son fusil.
sa barbe, il était le Rav Yoel Moshe Salomon. Et le Rav Yoel Moshe Salomon, entre parenthèses, c'est lui qui a fait venir le Rav Kook pour devenir le grand rabbin, enfin d'abord de Yafo, ensuite d'Eretz Israël. Le Rav Yoel Moshe Salomon, avec plusieurs autres personnages avec lui, ils vont acheter, avec tout leur argent, les terres qui vont devenir plus tard Petar Tikva. Ils font appel à un bonhomme, c'est lui. Bon, c'est certainement pas à ça qu'il ressemble dans la vraie vie. Mais ce mec-là, c'est un médecin et c'est un spécialiste des maladies infectieuses. Et en fait, il y a la maladie qui règne dans toutes ces régions-là à cause des marécages. Et il l'appelle pour savoir quel est son avis professionnel. Est-ce qu'on pourra faire une ville ici? Et il raconte comment il a passé toute la journée dans la région. Et il passe la fin de la journée pendant des minutes et des minutes, une dizaine de minutes sur une espèce de bâtisse en regardant le ciel sans bouger. Et quand il redescend, il dit je suis monté là pour donner une dernière chance, mais vous n'y arriverez pas. Je suis désolé, mais ça fait 10 minutes que je regarde le ciel et il n'y a pas un seul oiseau. S'il n'y a pas d'oiseau, c'est qu'il n'y a pas de vie ici. C'est pas possible. Vous n'y arriverez pas. Tu m'étonnes que les gens, ils avaient aucun problème de vendre à Rothschild des terres où c'est pas possible que les Juifs y arrivent. Et quand les Juifs, ils ont commencé à y arriver, parce que Kadosh Baruch Hu nous a aidés, et les endroits qui étaient infertissables sont devenus, ça ne se dit pas, sont devenus les paradis qu'on connaît. Petar Tikva, 250 000 habitants. Ah ouais, non, c'est... Et les champs... Et les champs et la folie, ils ont commencé à attaquer. Le rabbin, il n'a pas grandi avec son fusil. Hein. Il a dû prendre son fusil parce que eux, en bas, ils ont commencé à prendre les fusils et à venir attaquer. Si bien que lui, il a dû faire jouer des cartes. D'abord, ils sont tous entraînés à se défendre parce que vous venez voler maintenant notre terre. On l'a acheté. Et il va faire jouer une carte. Les temps ont changé. Mais à un moment donné, Rabbi Yoel Moshe Salomon, comme de sa famille, ils viennent d'Allemagne, il vient voir le consul. Et il lui dit, je suis un citoyen allemand et on veut me prendre ma terre. Et donc c'est le consul qui vient voir les dirigeants arabes de la région et dit, si vous faites ça, ce sera une déclaration. Si vous réattaquez ce village, c'est une déclaration de guerre contre l'Empire. Il n'y a plus eu d'attaque. Mais il était obligé de... Il y avait une époque comme ça. Il y avait une époque. Mais il était obligé de se défendre. Donc si tu veux, depuis quand les Arabes, ils ont dit, s'ils ont vendu, pourquoi ils viennent attaquer? Parce qu'ils étaient persuadés que ça n'allait pas marcher. Pendant 2000 ans, ça n'a pas marché. Pourquoi tu veux que ça marche maintenant? Donc tout ça pour dire qu'on n'a rien volé à personne et on a mérité 1 milliard de fois ces endroits où on s'est implanté en payant, en travaillant, en mourant pour assécher les marécages. Tu vois, dans le cimetière de Zichron Yaakov, il y a 2 rangées de tombes qui ont cette taille-là, qui sont les tombes des bébés et des enfants qui n'ont pas survécu à la malaria. Pour que nous, on puisse se balader maintenant à Zichron Yaakov. Alors ça, c'est la partie, entre guillemets, juive du partage. Mm-hmm. Alors est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans... alors, j'hésite à sauter jusqu'à 67. Non, mais en fait jusqu'à aujourd'hui, et là, énormément de gens disent, oui, les juifs ont le droit d'avoir un pays, mais c'est les frontières de 67. Rappelle-toi des paroles magnifiques de Golda Meir, qui dit, tout le monde nous dit, revenez aux frontières de 67, il y aura la paix. Et elle dit, mais on était aux frontières de 67. En 67. Et il n'y avait pas la paix. Donc c'est une hérésie. Maintenant, pour comprendre cette hérésie-là, il faut justement comprendre ce qui s'est passé. En 1947, donc, le 30 novembre 1947, les Arabes attaquent. C'est le début de la guerre d'indépendance. Pour l'instant, elle est interne entre Juifs et Arabes. Et à ce moment-là, c'est une guerre. Et à ce moment-là, et particulièrement après 48, où l'État d'Israël est créé et où les pays arabes attaquent, eh bien, il va se passer plein de choses. D'abord, il va se passer qu'il y a des Arabes qui vont dire, nous, on n'est pas dans la guerre. Nous, on est des civils. Laisse-nous tranquilles. On est fermiers, on est machin, on fait notre... Voilà. Ces gens-là, dès la fin de la guerre, sont les gens dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ils sont devenus 100% israéliens. Rien n'a changé pour eux. Je pense que leur vie a vachement évolué en bien. Parce que l'État d'Israël, c'est quand même un État de folie. Donc, si tu veux, ces gens-là
de la même façon qu'ils sont passés de la domination de l'Empire ottoman à la domination de l'Empire britannique, ils sont passés de la domination de l'Empire britannique à la domination de l'État d'Israël, mais rien n'a changé pour leur vie, ils sont devenus citoyens à part entière, tout va bien. Ça, c'est une partie des Arabes. Principalement, je te dis, on les retrouve en Galilée et dans le Negev. Et les Bédouins, par exemple, il y a à peu près 300 000 Bédouins en Israël. Et Druzes, Bédouins et Druzes. Alors, Druzes, c'est encore autre chose. Mais les Druzes, eux, c'est par idéal, qui s'identifient au pays dans lequel ils sont. Donc, les Druzes, ils sont ultrationnistes. Ouais. C'est-à-dire, mais mais les Bédouins, les 300 000 Bédouins qui sont en Israël, ils sont devenus citoyens israéliens. Ok. Maintenant, il y avait d'autres. Bon, on va reparler des Bédouins israéliens parce que il y a beaucoup de. On parle d'histoire, mais à un moment donné, on va arriver au temps moderne, là, et on va parler des Bédouins parce que à mon avis, c'est plus les mêmes qu'à l'époque. Yesh veyesh. Yesh veyesh. Non, voilà, il y en a comme ça, mais à l'époque aussi. Hein. Je veux dire, la majorité des tribus arabes qui étaient les patrons de la guerre, c'était des Bédouins. Oui, puis bon, à l'époque, il n'y avait rien. Donc, même au début de la crise de stress, ils habitaient dans le désert, là-bas, Sinaï, machin. Donc, ok. Ça, c'était donc la première partie. La deuxième partie des Arabes, il y a des Arabes qui sont partis. Pourquoi ils sont partis? Ça, c'est les images qu'on voit, les vidéos de colonnes de gens qui fuient. Mais pourquoi ils sont partis? Il y en a qui sont partis parce que les pays arabes leur ont dit de partir. Ils leur ont dit, on va exploser l'entité sioniste, c'est pas la peine que vous soyez des dommages collatéraux, partez, vous reviendrez après. Et ils sont partis en Jordanie, en Égypte, on les a mis dans des camps de réfugiés, parce que c'est le temps de la guerre, quoi. Et manque de bol, c'est nous qui avons gagné la guerre. Et ils peuvent plus rentrer chez eux. Mais oui, c'est la loi. C'est la loi internationale. Tu es parti volontairement de ton plein gré de ta maison. Voilà, tant pis pour toi, mon coco. Ah bon, la loi internationale, on peut en reparler alors. Mais ils sont encore considérés comme réfugiés après 2, 3, 4 générations. Mais tu sais pourquoi? C'est quand même fantastique que, alors que l'ONU a un organisme pour les réfugiés dans le monde, et tu sais comment ça marche? C'est quoi le but de cet organisme des réfugiés de l'ONU dans le monde? C'est de trouver un endroit où les gens puissent se réimplanter, refaire leur vie. Ok, ils sont réfugiés, ils peuvent plus être chez eux. Donc on va les aider à s'implanter ailleurs. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as un réfugié du Rwanda qui finalement a eu des papiers en France? Il devient français. Et ses enfants sont français. Et il n'est plus réfugié rwandais. Mais on a créé l'UNRWA, l'organisation pour les réfugiés palestiniens, qui ne s'arrête jamais. Le mec, il est en France depuis 4 générations. Ses enfants sont français, ses petits-enfants sont français, ses petits-enfants sont français, mais il est toujours réfugié palestinien de l'UNRWA. Comme la députée européenne. Ouais, je ne sais pas exactement quel est son statut, Arima Hassan. Je ne vais pas me prononcer, je ne sais pas exactement. Syrienne. Ouais, syrienne. Syrienne, palestinienne. Voilà, je ne sais pas exactement. Ouais, j'ai la brioche. Donc ça, c'est une création qui a été faite pour maintenir la déprime des Palestiniens. Oui, mais c'est en fait le but, c'est de faire partir des Juifs. Donc ils se sont dit politiquement. Il y avait pression contre Israël. Et plus un mensonge, tu le dis souvent, et plus les gens ils commencent à y croire. Mais nous, on va pas se laisser faire. Et il y a une troisième partie des Arabes, c'est ceux qui ont fait la guerre. Et parmi les Arabes qui ont fait la guerre, il y en a qui ont été chassés par nous dans des prises de territoire, dans une guerre. Seulement, quand il s'agit d'une guerre défensive, eh bien, d'après le droit international, celui qui se défend, les territoires qu'il a gagnés sont à lui. Donc, Mala Assot, s'il y a des Arabes, et je ne sais pas si, il y a des Arabes qui ont été chassés de chez eux, c'est une minorité, tant pis pour eux, ils n'avaient qu'à pas se battre. Ils ont perdu. Quoi? Parce que s'ils avaient gagné la guerre, si les pays arabes avaient gagné la guerre, et qu'ils avaient donné aux Arabes de créer une Palestine à la place d'Israël, ils auraient permis aux réfugiés juifs de revenir à Petah Tikva? Moyen sûr. Non, c'est voilà. Donc voilà, on en est là, mon ami. Donc quand on te dit on a volé. Donc en 1948, à la fin de la guerre, enfin en 49, à la fin de la guerre, eh bien, une nouvelle carte est née. C'est celle-là. Et cette carte-là, elle n'a rien à voir avec les Palestiniens. Ce que tu vois ici, ce sont les territoires qui ont été conquis par la Jordanie. La Jordanie.
C'est-à-dire que la Jordanie a participé à la guerre de... Ah, la Jordanie a participé à la guerre de Liban. Et ils ont réussi à conquérir ça, Voilà. et ils l'ont pas rendu à personne. Non, il y a Aux Britanniques. mais il n'y a plus de Britanniques. Les Britanniques sont plus là. Maintenant, il y a 7 pays arabes qui attaquent Israël. Il y a la Jordanie, il y a l'Égypte, le Liban, la Syrie, l'Irak, l'Arabie Saoudite, le Yémen. Certains vont envoyer que des armes, certains des hommes, certains sur place. Mais qui sont finalement, eh bien, cette zone-là devient le Liban, là-bas la Syrie, et la Jordanie va conquérir cette zone-là qui s'appelle la Judée-Samarie. Sauf que qu'est-ce qu'ils font pas? Ils ne l'annexent pas. Ou du moins, c'est une annexion qui n'est pas reconnue. Il n'y a que 2 pays dans l'ONU qui a reconnu l'annexion de la Judée-Samarie à la Jordanie. Et je ne dis mieux que ça, ils ont même renoncé la Jordanie à la Judée-Samarie, aujourd'hui. Il n'y a plus de velléité jordanienne. Donc la Jordanie, elle a conquis cet endroit-là. De la main de qui? Les Israéliens. Ben non. Il n'y avait pas encore les Israéliens. Ils ont déclaré l'indépendance, mais la guerre, elle a commencé aussi. Donc de qui, en fait? C'était à qui avant? Bah, ça, c'était le parti arabe. C'était à personne. Ouais, ça, c'était la partie du partage arabe. Oui, mais le partage, il n'a pas de vocation juridique. Donc, en fait, c'était avant, c'était les Britanniques, mais... Alors, peut-être le mandat britannique qui devait appartenir aux Juifs, mais ça n'a jamais eu lieu concrètement. Et donc, ça nous amène finalement en 1967, la guerre des 6 jours. Et à ce moment-là, ben, Israël va reconquérir la Judée-Samarie, mais de la main de qui? Ben, des Jordaniens. Donc pourquoi on parle de territoire palestinien? C'est quoi cette blague? Tu vas me montrer... Tiens, montre-moi tes cartes, là, que tu voulais me montrer, là, les cartes de notre ami Abou Mazen. Chez moi, Beshem Zichron. Mahmoud Abbas. Alors. Voilà. Les fameuses cartes qui montrent partout dans le monde entier à quel point vous voyez comment l'évolution de la Palestine de 1946 à 2010. Fantastique. Donc en 1946, c'est fantastique, il n'y avait que la Palestine. C'est génial. C'est fantastique. C'était un pays qui s'appelait la Palestine. Donc en 1946, c'était encore le mandat britannique, c'était l'Angleterre. Ah ouais. Et après, on nous montre une autre carte. Fantastique. Et là, on te dit, en blanc, c'est Israël qui a mangé la Palestine. Sauf que c'est le plan de partage de l'ONU qui a été proposé et qui a été refusé. Donc en fait, il n'y a pas. Ah, et puis après, Israël a mangé toute la Palestine, il ne reste plus que ça. Mais non, c'est pas la Palestine, c'est La Jordanie. la Jordanie. Et puis attends, il y a un autre truc là-bas. Gaza. On va en parler. Gaza, mais c'est qui ça? C'est à qui? Gaza, c'est à personne, non? Mais si, L'Égypte. à l'Égypte. C'est eux qui ont conquis la bande de Gaza en 48. C'est à l'Égypte. Alors, tu es en train de dire que l'Égypte a volé la Palestine. Ah, peut-être. Et là, les accords d'Oslo, on a grignoté tout le reste de la Palestine. Sauf que le seul problème de cette carte, c'est qu'il n'y a jamais eu de Palestine. En 1967, bah voilà la carte. À la fin de la guerre des 6 jours, on va conquérir la Judée-Samarie de la main de la Jordanie. On va conquérir la bande de Gaza et le Sinaï de la main de l'Égypte. Et le Golan. Et le Golan de la main des Syriens. Et que les Libanais qu'on a laissé un peu tranquilles. Et d'accord. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, bah, qu'est-ce qui se passe? Et là, on est dans la même loi. C'est qu'en fait, c'est eux qui ont attaqué. Alors là, ils vont te dire qu'ils ont... Qui attaqué en premier. Eh oui, parce que en fait, ils ont fait toutes les préparations pour la guerre. On n'a pas attendu de se prendre le premier coup. Donc, blabla. Sauf qu'il y a blabla. Moi, je veux bien, il y a blabla. Dis-moi, tu dois rendre les territoires. Mais à qui? Bah, la Jordanie. Oui. C'est à eux qu'on l'a pris. Pas à la Palestine. Sauf que les Jordaniens, ils n'en veulent plus. Oui, mais en fait, oui, mais et les Arabes, en fait, c'est des Arabes, personne n'en veut, en fait. Parce que les Jordaniens, ils n'en veulent pas. Les Égyptiens n'en veulent pas. C'est fou, hein? Dire qu'à Gaza. C'est fou. Non, mais à Gaza. Quand il y a eu les accords de paix avec l'Égypte en 1979, on a fait la paix avec l'Égypte. Pour faire la paix, on a dû lâcher une partie de notre territoire. On leur a rendu la bande, le Sinaï. Et la bande de Gaza, pourquoi elle n'est pas redevenue égyptienne? C'est pourquoi? On voulait pas. Les Égyptiens, non. Ouh là là. Ça vous gardez, hein. Et ces gens-là, que personne ne veut, qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire que... Ah, là, tu poses une question de quelle serait ma preuve. Non, mais ça, on va le dire à la fin, mais je les gens jusqu'au bout. Ces Arabes, les Égyptiens, ils disent on n'en veut pas. Mais eux, ils avaient des passeports égyptiens. La bande de Gaza, avant la guerre 67, ils avaient tous des passeports égyptiens. C'est l'Égypte. Donc ils avaient des passeports égyptiens.
Donc, quand il y a eu les accords de paix et que Gaza est revenu du côté israélien, pourquoi ils sont restés en Israël? Ils sont... Non, mais je peux comprendre que le mec qui a vécu là pendant, on a dit, 700 ans, il n'a pas envie de partir. Il veut rester à Saint-Ouen. Il a construit sa maison, machin. Perdu, il part avec son pays, non? Mais pourquoi il ne pourrait pas rester chez moi maintenant sous ma domination? Il faut que les choses soient bien dites une bonne fois pour toutes. Un arabe israélien, c'est l'arabe qui a le niveau de vie le plus élevé de tout le monde arabe. Je ne parle pas évidemment des familles royales dans les pays du Golfe. Mais il a un système scolaire, éducatif, santé, protection, machin, de folie en Israël. C'est quoi son problème? À part le fait qu'il veut pas des juifs. Donc si tu veux, moi j'ai aucun problème qu'il reste. Sa maison elle est là depuis tellement longtemps, il n'y a pas de raison qu'il parte. S'il est cool. Et est-ce qu'il va devenir israélien? Il peut devenir citoyen israélien. Et tu sais ce qu'il peut? Il peut aussi ne pas devenir citoyen israélien. Il a toujours son passeport jordanien pour certains qui habitent en Samarie ou égyptien, mais il veut pas aller vivre en Égypte. Parce qu'il sait quelle est la situation économique là-bas, il veut pas. Ben, il devient comme un Français qui habite à New York. Quoi, ça n'existe pas? Ouais. Des gens qui habitent dans un pays, mais qui ne sont pas citoyens de ce pays. Ils ont le droit à tous les droits individuels. Ils peuvent se déplacer, ils peuvent travailler, ils peuvent jouir de tous les plaisirs qu'ils veulent. Machin. Ils ne peuvent pas participer à la vie politique du pays. Ils ne peuvent pas voter. Ben oui, ils ne sont pas citoyens. C'est tout. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça avec les Arabes aujourd'hui qui sont en Israël et qui ne veulent pas devenir israéliens? Donc voilà, mon ami. Et pour ce qui est des Arabes qui sont en Judée-Samarie, ils ne sont pas israéliens. Ils sont jordaniens. Très bien. Deux options. Soit tu décides de partir en Jordanie, mais je comprendrais très bien que tu ne veux pas partir. Ben reste ici. Mais ici, tu te soumets à la loi israélienne. Et quand tu veux voter, tu votes au Parlement jordanien. Pas de problème. Comme moi, mon père, à chaque fois qu'il y a une élection française, il me dit, va voter au consulat. Je lui dis, puis en France, pourquoi est-ce que je dois participer à la vie politique de la France? Mon père, il me demande. Alors, j'obéis à mon père. Il n'y a pas de raison que l'arabe qui est jordanien, qui a un passeport jordanien, qui habite à Hebron, ben, il ne puisse pas faire pareil. Sauf que, pour l'instant... Les Jordaniens, ils n'en veulent pas. Le roi de Jordanie, il ne veut pas des Palestiniens. Non, personne n'en veut. Ben, il ne peut pas l'empêcher de voter, il est jordanien. C'est-à-dire, celui qui a un passeport jordanien, il est jordanien, qu'est-ce que je veux faire? C'est comme ça. Après, que le roi de Jordanie, il a du mal avec sa majorité qui se revendique palestinienne, c'est un autre problème, c'est ses problèmes. Après, aujourd'hui, ils ont des cas d'identification verte palestinienne avec marqué Asile Palestine, machin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont aussi palestiniens. Ils peuvent se créer, tu sais, moi je peux te faire aussi une carte d'identité de Neverland. Monopoly. Mais ça veut dire que la Palestine n'est pas un pays. Pour l'instant, grâce à Dieu, c'est pas encore reconnu comme étant un pays. Ça serait quand même le pire pied de nez à l'histoire. Donc voilà. Qu'est-ce que je veux faire? Alors moi j'aimerais vous montrer une photo et elle est plus actuelle. Mais bon, tu te rappelles que tu m'as ouvert sur un sujet d'espoir de Géoula, que tout va mal, machin, on n'a pas encore répondu à ça. Hein. Non, mais on va y arriver. Mais très justement, on va finir par le positif. Très bien. C'est justement ça. Alors moi je vais vous montrer une photo et je vais savoir si vous en mangez. C'est à Gaza. C'est une photo qui a été prise à Gaza il y a quelques semaines. Et entre guillemets, c'est pas des Palestiniens, ça n'existe pas, etc. Quand vous voyez cette photo, qu'est-ce que vous pensez? D'abord, je pourrais poser la question, est-ce qu'on est sûr que ça vient de Gaza? Non, c'est du photo de Gaza. Parce qu'on a vu énormément de photos qui ont été prises de soldats israéliens qui sont en train de machin, et puis quand tu fais des zooms, tu vois que c'est pas des soldats israéliens. Bon. Mais disons que... Alors, je vais dire 3 choses. De la plus complotiste jusqu'à la plus sincère. D'après la photo que je vois, bon évidemment, je pourrais très bien dire que c'est une photo qui a été... C'est possible, hein. Okay. J'étais pas là-bas. Non, première chose, parce que ce ne sera pas la première fois. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je ne suis pas photographe et je ne connais pas les trucages. Mais ça m'est déjà arrivé de marcher, de m'accrocher tout le long du bras à un truc qui me déchire mon vêtement, sur tout le long. En général, j'ai une marque aussi sur le bras. Il n'y a pas de marque sur le bras.
Ça peut arriver d'être blessé, mais je trouve que le sang, il est trop régulier pour que ce soit bien fait. Et donc là, tu m'entends parler de complotiste. C'est pas une photo truquée, genre pas photoshopée, mais mise en scène. Et les deux, malheureusement, ça a été tellement vu. Il y a un acteur, on s'en moque en Israël. Il y a un mec depuis le début de la guerre qui a joué tous les rôles. Un Gazaoui qui a joué tous les rôles. On l'a vu dans des films, dans des photos, en tant que journaliste, en tant que mort, en tant que soldat, en tant que ambulancier, machin. On l'a vu partout. Le mec, il a vécu ses meilleures vies. Et en dernier point, j'aurais parlé et si cette photo, elle était vraie? Non, voilà, c'est ça. Et si cette photo, elle était vraie telle qu'elle? Eh bien, j'ai envie de te dire que c'est dramatique. C'est dramatique pour lui, pour cet enfant-là, pour l'enfant aussi qui est dans les bras de son père derrière. Et son père, c'est peut-être sa maison qui vient d'être détruite. C'est dramatique. Il n'y a pas de doute. Et là, ils ont l'air tous plus ou moins en bonne santé. Mais tu vas peut-être me montrer après des photos où il y a des enfants qui sont morts et tout ça. Et c'est vrai. Et c'est dramatique. Et c'est de la faute du Hamas. C'est-à-dire, j'ai aucun scrupule d'avoir détruit cette maison. Mais je suis terriblement en colère contre le Hamas qui m'a obligé de détruire cette maison. Si j'ai détruit cette maison, c'est parce que dans cette maison, il y a un missile qui est parti. Si j'ai dû détruire cette maison et que cet enfant, il s'est retrouvé dans cet état-là, c'est parce que quand j'ai été faire un tour dans la maison pour vérifier, je me suis rendu compte qu'il y avait des explosifs, qu'il y avait des armes, qu'il y avait des drapeaux du Hamas partout, que son père qui tient peut-être son fils, son frère, je ne sais pas, dans ses bras derrière, mais en fait c'était un militant du Hamas qui a peut-être participé aussi au 7 octobre. Donc, chaque vie, et particulièrement celle des enfants, mais toutes les vies qui sont prises à Gaza, c'est dramatique. Je voudrais qu'on comprenne bien une chose. D'après le judaïsme, tout homme a été créé à l'image de Dieu. Et donc prendre la vie humaine, c'est terrible. C'est interdit. L'otirtzar, tu ne tueras pas, c'est pas que envers les juifs. À part de tuer quelqu'un qui n'est pas juif parce qu'il n'est pas juif. Donc l'interdiction de tuer, c'est parce que la vie, c'est un cadeau qui nous a été fait par Dieu. Et on doit le respecter. Ceci étant, on doit se protéger. Et donc, s'il y a la guerre, eh bien je tue la personne qui me menace. Je la tue pas parce que c'est quelqu'un de méchant. Je la tue parce que c'est mon ennemi, parce qu'il me menace. Ah, mais les femmes et les enfants, mais je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été expliqué, mais le monde ne veut pas entendre parce que c'est tellement plus facile de ne pas entendre. Il n'y a pas une armée dans toute l'histoire humaine qui fait autant attention aux femmes, aux enfants, aux civils que l'armée d'Israël. On nous parle de génocide. Vous êtes honteux de parler de génocide. Vous êtes honteux. On parle de 50 000 morts à Gaza. D'abord, vous êtes honteux de croire les chiffres du Hamas. On ne croit pas à une organisation terroriste, quoi qu'il arrive. Et même si c'est vrai, même vous dites que c'est 50 000 morts dans lesquels il y a 22 000 combattants du Hamas. Donc ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un mort civil pour un terroriste. C'est terrible, hein? C'est rien. Dans aucune autre guerre, le ratio civil et terroriste, il est si petit. Quand les Français ils se sont battus au Mali, tu veux qu'on commence à parler? Tu veux qu'on parle des Américains en Afghanistan? Tu veux qu'on parle des Anglais? Les pays éclairés? Ah, mais de quoi on parle, les copains? Les Américains face aux Indiens. Non, mais je parle même pas de l'histoire. Je parle de l'histoire moderne. En Irak, tu veux qu'on en parle? Et les mecs, ils ont bombardé. Le plus loin que je vais aller, c'est les Américains en Vietnam. Ouais, ils bombardaient tellement haut. Mais on a napalmé toutes les... De quoi tu parles? Militairement parlant, on a les ressources pour napalmer Gaza. On avait les ressources et on les a toujours pour que, en 2 heures, il n'y ait plus un Gazaoui qui respire. Mais on ne le fait pas. Donc, comment vous pouvez parler de crimes contre l'humanité envers des soldats et un pays qui, plus que n'importe quel pays, fait preuve
Mais quoi de respect de la vie? On en parle de nos amis syriens, Assad, qui a tué un demi-million de personnes et que, je crois, il n'y a pas encore de mandat d'arrêt international qui est contre lui. Non, au contraire. Et ils essaient de le remettre. Hein. C'est quand même fantastique. De quoi on est en train de parler? En Arabie Saoudite, il y a un mort par jour de décapitation du roi. On parle? Ouais. Bon, mais si c'est la loi... Non, mais bon, dans... Non, mais un État a le droit de faire la peine de mort. Ça, c'est quoi? Je ne rentrerai pas là-dedans. Parce qu'il y a des pays, comme les États-Unis encore actuellement, qui pratiquent la peine de mort. Je ne sais pas. Ça, c'est la loi des pays, il faut voir. Mais ce que je veux dire, je ne suis pas d'accord avec cette idée qu'on peut tuer n'importe qui et n'importe quoi pour tout et n'importe quoi. Mais c'est encore différent. Un pays qui a des lois, si tu n'as pas envie de te faire part de ce pays, si tu n'aimes pas les lois de ce pays, tu t'en vas. Mais c'est encore différent ça, et de me parler de Ismaël Haniyeh comme étant un combattant de la liberté. Et j'ai pas compris. Lui, il fait attention quand il envoie une bombe, quand il envoie un missile, il fait attention de savoir que ça va tuer que des soldats. Alors de quoi on parle? Oui, mais entre guillemets, ils disent oui, mais lui, c'est un terroriste, donc c'est un terroriste, mais nous, entre guillemets, on se comporte comme des terroristes en tapant. Bah non. Bah non, on tape là où on sait qu'il y a un problème. Parce que si on tapait à l'aveugle... Alors, je vais vous montrer une deuxième photo. Vas-y. Qui rejoint celle-là. C'est on voit des manifestations en France de liberté pour la Palestine. Ah bah oui. Et en fait, j'aimerais un peu qu'on parle de ce ressenti déjà que les juifs de France ont, de se dire, finalement, la France, elle ne nous protégera pas. Et on voit que c'est des Français, là, sur la photo. Hein. C'est pas des musulmans. Donc, ils se rendent compte de l'antisémitisme et ils se rendent compte qu'il y a une haine comme ça. Parce qu'on pourrait se dire que les juifs de France, ils n'ont rien à voir. Ils votent même pas en Israël, les juifs de France, parce que c'est ceux qui ont fait la loi, ils sont en Israël. Dire, quel rapport de cet antisémitisme-là qu'il y a en France et Israël? Comment les juifs doivent le prendre en France? Bah, il y a deux choses. Tu poses la question par rapport aux gens, aux Français, machin, et par rapport aux juifs de France. En France, on entend les responsables de la communauté juive et les journalistes qui se battent contre cet antisémitisme-là. On entend souvent dire attention, il ne faut pas faire d'amalgame, pourquoi est-ce qu'on importe le conflit Mais moi, je pense que cet amalgame, il est built-in. C'est-à-dire qu'en fait, il est révélateur de quelque chose qu'on a essayé de cacher. Mais c'est pas faux de dire que le juif de Sarcelles, il est le porte-parole de l'État d'Israël. Même s'il habite à Sarcelles et qu'il n'a pas prévu de faire son alia. Parce que dans le peuple juif, il y a cette dimension d'unité du peuple juif, de Kol Israël Arevim Zebazé, et qu'on est ensemble. C'est tout. Donc finalement, quand on dit pas d'amalgame, c'est pas vrai. Nous, on le fait, cet amalgame. Nous, on envoie des commandos guidés par des Yoni Netanyahou pour aller libérer des Juifs, pas des Israéliens, des Juifs à Entebbe, en 1976. Parce que c'est des Juifs. Ah, t'aurais pu dire, c'est pas des Israéliens, je m'en occupe pas. Non, la nation d'Israël, c'est une nation qui a maintenant près de 4000 ans. Depuis Abraham. Il y a des otages aujourd'hui du Hamas qui ne sont pas juifs, ils n'ont pas la totalité israélien, ils sont juifs, il y en a plusieurs, il y a des musulmans aussi. Oui, il y a l'inverse. Bon, les mecs du Hamas, ils ont pris tout ce qu'ils trouvaient, c'est pas très important. Mais je veux dire, ce fait que un juif, à l'autre bout du monde, il est ramené à la réalité de ce qui se passe en Israël, moi j'ai envie de te dire, c'est normal. C'est malheureux, mais c'est normal. Le fait que les instances juives, elles essayent de se protéger en France en disant mais il ne faut pas faire d'amalgame, machin. Je ne vois pas pourquoi on attaque une synagogue alors qu'il y a le conflit à Gaza. En vrai, tu ne vois pas. Bien sûr que tu vois pourquoi. En aucun cas, je ne légitimise l'attaque de la synagogue. Bien sûr que non. Les terroristes, il faut s'en occuper partout. Mais me dis pas que tu penses que tu peux avoir une identité de juif détachée de ce qui se passe en Israël. C'est une hérésie. C'est une hérésie d'ailleurs au niveau aussi théologique. Maintenant, pour ce qui est des goyim, des non-juifs qui habitent en France, pourquoi ils se sentent tellement solidaires avec la Palestine? Je pense qu'il y a un mélange de plusieurs choses. D'abord, pour l'écrasante majorité, et je l'ai tenté, c'est-à-dire que moi, je l'ai fait. Je me suis rentré perso pendant l'année qui s'est écoulée. J'étais à un moment donné en France pour plusieurs raisons. Et c'était pas du tout prévu, mais je me suis retrouvé sorti du métro station République.
je crois que c'est République. Bastille. Un des deux. Là où il y a toutes les manifestations. Je connais pas. Je sais pas si c'est République ou Bastille, un des deux. Et donc, je sors du métro et je devais aller, pour tout te dire, dans un magasin que ma femme elle m'avait donné l'adresse pour acheter un truc de sport là-bas, je sais pas quoi. Et il y avait une manif, grosse manif, drapeau palestinien, machin, nan. Et évidemment, des slogans From the river to sea, Palestine, we're free. Non, c'était en hiver. Et en hiver, je sais pas, il faisait froid, quoi. J'étais en manteau, j'étais en bonnet, machin. Et puis bon, je sais pas, peut-être que je suis en bonnet, machin, on voit pas forcément que je suis juif tout de suite. Et donc je suis rentré, je dis, mais excusez-moi, vous manifestez pourquoi? Il dit, pour la libération de la Palestine. Mais pourquoi ils sont en danger? Il dit, mais tu te rends pas compte, tu connais pas? Le régime sioniste est en train d'asphyxier la Palestine et il faut libérer la Palestine. Elle a le droit d'exister de la rivière jusqu'à la mer. Je dis, ah, c'est bien ça. Mais attendez, mais c'est où en fait? Parce que je veux bien participer, mais c'est où votre rivière? Parce quelle rivière? C'est la Seine? Il dit non. Ouais. Et donc la majorité, ils savent pas. Ils comprennent même pas ce qu'ils font. Ils savent pas pour qui, pourquoi, pour quand. Après, il y a une autre partie qui savent très bien qui sont les Juifs, qui sont les Arabes, mais le Juif est maintenant le méchant parce qu'il est le fort. Il y a une, c'est dans cette déconstruction et ce wokisme généralisé que tout celui qui était l'opprimé, c'est lui qui a raison. Franchement, d'après mes recherches, grâce aux intelligences artificielles, on reproche plus à Israël le fait d'être supérieur aux autres que le fait d'attaquer les Palestiniens. C'est vrai, supérieur aux autres. C'est-à-dire qu'il y a un énervement général de la part du monde, des gens qui sont comme ça, de croire qu'Israël est au-dessus de la mêlée. Tu te rappelles du premier... Ça part de De Gaulle. Hein, ouais. Tu te rappelles du premier de la classe? Je ne sais pas si c'était toi dans ta classe. On a eu dans la classe des premiers de la classe. Mais ils n'ont rien fait de mal. Ils avaient juste des bonnes notes. Et on est tous vénères contre eux. Mais c'est pas de sa faute. Le mec, il a bossé, il a réussi, qu'est-ce qu'il a? Alors, t'es vénère contre moi parce que j'ai proportionnellement beaucoup plus de prix Nobel que toi, que j'ai inventé des trucs de folie, que t'essayes de me boycotter, mais que si tu me boycottes pour de vrai, tu pourras pas vivre 5 minutes. Parce que ta voiture, elle aura plus de Mobileye, parce que t'auras plus Waze, parce que t'auras plus toutes les avancées technologiques qu'on a fait. Alors, tu veux qu'on s'excuse? Ben non, on va pas s'excuser. Je me rappelle, mais il y a eu, il y a quelques années, dans une émission en France, On n'est pas couché, ça s'appelait l'émission, ils avaient reçu Michel Boujna. Et c'était juste après l'affaire de Sarah Halimi. Le mec, il venait présenter un festival d'humour, et comme il y avait eu l'affaire de Sarah Halimi, alors on lui ramène à cela, et on lui pose des questions sur l'antisémitisme. Et il dit, mais enfin, mais qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce qu'on a fait au monde pour que le monde nous haït tant? Je réfléchis, j'ai beau réfléchir, mais qu'est-ce qu'on a fait les Juifs? On a fait de la recherche, on a fait des sciences, on a écrit, on a fait de l'humour, beaucoup. Qu'est-ce qu'on a fait de mal à l'humanité pour qu'on nous haït tant? Et il y avait le chroniqueur, là, Yann Moix, il lui répond, il dit, mais moi je vais vous dire ce que vous avez fait. On en veut toujours à quelqu'un qui nous fait du bien. Et vous nous avez fait un cadeau énorme, vous nous avez donné la Torah. Vous nous avez donné la révélation divine. C'est le plus grand cadeau que vous pouviez faire à l'humanité. On vous en veut pour ça. On ne saura pas le dire. Et même celui qui en est conscient, il ne saura pas le dire. Mais le peuple juif est la boussole morale de l'humanité. Le peuple juif est l'espoir de l'humanité. C'est frustrant quand t'en fais pas partie. La réponse que j'ai envie de donner au monde entier, c'est de dire que d'abord peut-être qu'on a réussi à s'élever parce qu'on a été tellement dans l'adversité pendant 2000 ans que ça nous a obligés à devenir meilleurs. Et au-delà de ça, n'oubliez pas que d'après le judaïsme, l'objectif n'est absolument pas d'être supérieur. L'objectif est de servir de trait d'union entre Dieu et l'homme. C'est-à-dire que notre objectif, c'est de grandir pour te montrer comment on grandit aussi. Te tirer vers le haut. Te tirer vers le haut.
Je ne veux pas du tout rester sur un piédestal. Je veux que tu me rejoignes. Pourtant, dans les faits, dans les actes aujourd'hui, Israël n'a jamais été autant isolé de la scène mondiale. Israël aujourd'hui est critiqué de toutes parts. Le gouvernement israélien. Enfin, et là, je reviens à ma première question du tout début. C'est que on a l'impression que on est en train de faire exactement l'inverse. C'est-à-dire que nous, on a l'impression de faire le mieux possible et le monde nous crie dessus de manière incroyable. C'est exactement ce qui se passe. On fait le mieux possible. Il faut qu'on continue à faire le mieux. Et il faut que le monde, à un moment donné, il accepte que c'est pour lui qu'on fait ça. Ouais, ce qu'il dit Bibi quand il va à la Knesset au congrès. Au congrès, ouais. Il dit ce qui est chez nous, bien sûr. Pour vous. Cette guerre qu'on mène, ça sera la guerre, évidemment. Mais on enregistre le podcast maintenant. Tu sais ce qui s'est passé la semaine dernière à Paris. Dimanche dernier, il y a eu un appel à l'intifada en France. Ouais. Voilà, ça y est, c'est lancé, les copains. C'est lancé. Alors nous, on sait ce que c'est l'intifada. Ils vont voir en France ce que ça veut dire. Ah, ça va être sympa, ça va être ambiance. J'invite tous les juifs à partir de France avant que l'intifada de Paris commence. Parce que, évidemment, qu'elle sera contre la France, mais elle ne sera pas que contre la France. Et j'invite aussi les dirigeants français à se réveiller avant que leur intifada ne commence. C'est ça la Géoula? Alors, d'abord, c'est ça la Géoula, évidemment. La Géoula, c'est la prise de conscience de qui tu es véritablement. Et des fois, pour savoir quelle est ton identité, il faut passer par des phases compliquées. Et si je reviens à ce que je disais au tout début, tu me demandais, mais on a l'impression que mon analyse du retour en Israël, comme j'ai commencé, c'est la suivante. Il y a eu le rêve d'abord. On avait un objectif. Et donc, on n'était concentré que par cet objectif, créer un État. On a dit que ça a commencé depuis la fin du 19e siècle jusqu'en 1948. Tous les moyens étaient... C'était que ça qui était important, créer un État. Top. En 1948, on a créé un État. D'ailleurs, entre parenthèses, quand il va y avoir la création de l'université de Betzalel, l'école de Betzalel des Beaux-Arts. Du Rav Kook. Alors, c'est pas du Rav Kook, mais le Rav Kook a fait le discours d'intronisation. Et tout le monde en voulait à tout le monde. Pas que le Rav... Enfin, les gens qui étaient à la tête du Yishuv, ils disaient, mais on n'a pas fini d'assécher les marécages, tu vas perdre les dessins. C'est-à-dire que vraiment, on n'était que sur un objectif, créer l'État. Et là, 48, on a créé l'État. Pendant 30 ans, il y a eu une nouvelle phase qui s'est mise en place. C'était quoi? La survie de cet État. C'était la seule chose importante. On s'en fout du reste. La survie de l'État. Survie au niveau économique et survie au niveau physique, attaque de l'extérieur. Guerre d'indépendance, guerre de 56 de Sinaï, guerre de 67, guerre de Kippour. On avait le temps de s'occuper de rien d'autre. Après la guerre de Kippour, et la victoire d'Israël à la guerre de Kippour, on a battu nos ennemis au niveau physique. L'Iran, c'est encore le chat, il n'y a pas de problème, on n'a plus d'ennemis qui peuvent détruire Israël. À partir de là, Israël peut se calmer un peu sur maintenant ce qui m'intéresse c'est ma survie physique, maintenant il faut que je m'occupe un petit peu de ma survie économique. Et il va commencer entre la moitié des années 70 et les années 2000, ce que j'appelle moi la résurrection économique. On ne s'est occupé plus que ça. Oh, il y a eu la guerre du Liban en 82, mais c'était des guerres... C'est pas ça. L'essentiel, il y a eu une révolution. En 1977, lorsque la droite passe au pouvoir avec l'élection de Menachem Begin, c'est pas seulement une différence de politique. La vraie différence, la vraie révolution de Menachem Begin, c'est pas la paix avec l'Égypte. C'est très bien, mais c'est pas ça. La révolution, c'est la révolution économique. C'est le fait de faire de Israël une économie libérale, une économie de marché, pas que, mais une économie capitaliste. Israël, avant les années 80, c'est un pays du tiers-monde. Même du quatrième monde. Dans les années 2000, 2010, Israël est une des plus grandes puissances économiques du monde. C'est chaud. En 30 ans, on est devenu, entre les années 80 et 2010, on est devenu une superpuissance économique. Et donc,
on est rentré dans la 4e phase. Depuis 2010, on est rentré dans la 4e phase. C'est la phase la plus importante. On est en plein dedans. Puisqu'on a fini le rêve, on l'a créé l'État. On a fini de se battre pour savoir est-ce qu'on va survivre avec nos voisins, et on a fini de se battre pour savoir est-ce que économiquement on tient la route. Ça, c'est fait. Donc maintenant, on arrive dans la 4e étape. Mais on est qui en fait? C'est quoi cet État d'Israël qu'on a créé? On ne pouvait pas se poser la question avant, parce qu'on était occupé à survivre. On était occupé à survivre. Maintenant, il va falloir qu'on se pose des vraies questions. C'est quoi cet État d'Israël? Et là, on est en plein dedans. Depuis 2010, en 2024, toutes les questions qui déchirent le pays sont les questions d'identité. On est en pleine crise d'adolescence. Le peuple juif, la résurrection de l'État d'Israël, vit sa crise d'adolescence. Donc, pendant les premières années, on était des enfants, des bébés, et donc, voilà, on se bat pour survivre, on a appris à marcher. Après, on est devenus des enfants, et maintenant, on est dans notre crise d'adolescence bien comme il faut. Et on est en train d'apprendre qui on est, qui on veut être. Et donc, on est un État religieux, on n'est pas interreligieux, et les prières de rue à Kippour, oui pour les Arabes, mais Azoub est interdit pour les Juifs, et c'est notre terre, c'est pas notre terre, mais ils étaient là avant, mais on est nous, mais... Pourquoi on se bat? On se pose des questions. Comme le Talmud, en fait. On revient on est en plein dedans du judaïsme, de se poser. On est en plein dedans. Donc tu me demandais, on a l'impression que toi, en train de... Au contraire. Non, parce que par exemple, la survie, on est en train d'y revenir, quoi. Regarde, je vais te donner un exemple. Je vais te prendre comme exemple. Toi, tu as des enfants. Tu peux bénir. On entre ces phares. Voilà. Les ont petits. T'es béni. À 19h. 30 maintenant. Allez, 30. Et puis même quand ils sont là, c'est calme. C'est calme. Je te dis que c'est calme. Non, des fois ça crie, des fois, une petite colère. Bon, la petite colère, tu vas dans ta chambre, tu fais les gros yeux, ça passe. Ça se gère facilement. Ça se gère, c'est calme. Moi, mes enfants ont grandi. J'en ai une de 16 ans, un de 13 ans et demi qui fait 1m81, une de 10 et une de 8. Quand tu passes, là j'ai viré tout le monde pour qu'on puisse enregistrer, mais quand tu passes dans des horaires normales où les gens sont là, c'est-à-dire entre 6h du matin et 6h du matin, mais ça crie tout le temps. Ça crie tout le temps, mais ça se dispute tout le temps. Mais t'as l'impression que il y a des coussins qui volent. Mais oui, c'est ça là. C'est ça. Alors tu crois quoi? C'était mieux alors avant. Avant c'était beaucoup plus calme. Tout était ordonné, tout était rangé. Ça passe. Nahon. Mais en vrai, c'est mieux d'être un enfant ou c'est mieux d'être un adolescent? C'est beaucoup mieux d'être adolescent. Et ça sera encore mieux quand tu seras un adulte. Donc évidemment que c'est beaucoup plus... Ça part dans tous les sens. Mais c'est un pétage de câble nécessaire et positif. Parce qu'au final, on pose des vraies questions. Alors pour nos auditeurs, parce que moi j'entends des auditeurs, j'en ai entre guillemets, ils sont un peu comme moi, comme vous, ça veut dire on a une vie un peu occupée sur les enfants, on fait les milouis, on vit dans le truc, donc on n'a pas le temps. Mais il y a beaucoup d'auditeurs qui voient les informations toute la journée, qu'ils ne vivent pas le problème, ça veut dire qu'ils s'entendent qu'il y a un problème, et ils ne sont pas confrontés avec tous les jours, et juste ils voient sur les informations, et ils dépriment pas un peu. Ah ben il faut pas faire ça. Arrêtez les informations. Arrêtez les informations. C'est pas compliqué. Le meilleur conseil que j'ai à donner, alors s'il y a des journalistes qui nous entendent, voilà, je ne me bats pas contre vous, mais arrêtez de regarder les informations. Donnez-vous, si vous avez vraiment quand même envie d'être au courant vite fait de ce qui se passe, allez, je vous ferai une prescription médicale. Toutes les 3 heures, vous écoutez le Mifzak. Le Mifzak à Hadashot, ça dure 1 minute. Bon, vous avez les infos. Ah oui, les fait 1 fois par jour. Ah, 1 fois par jour, voilà. Histoire de savoir de quoi on parle. Ok? C'est tout, t'as pas besoin de plus. Quoi, ça va t'aider d'être sur BFM, ou alors sur CNews, ou alors sur I24, ou alors sur...
Et en fonction de la chaîne que tu écoutes en fait une voix et tu sais déjà c'est quoi la voix. Et on passe en boucle la même chose, et en boucle la même chose, et en boucle la même chose. Et tu as des experts comme ci et comme ci et comme ça qui disent la même chose, de la même chose, de la même chose. Ouais. Par contre, si tu veux savoir ce que c'est le vrai défi en ce moment, sors. Sors et va voir le peuple juif. Là, c'est les vraies informations. Va voir les gens qui continuent à faire des sandwichs pour les Khayalim. Va voir les gens qui continuent à faire tourner des trucs d'entraide de partout. Va voir les gens, les communautés qui continuent à faire des repas pour les femmes de Milouim Nekim. Va, ça, tu peux aller t'informer. Et va dans ta synagogue la plus proche et demande comment toi tu peux aider. C'est un Matnas. Oui, ma synagogue, centre communautaire, machin, Matnas, et va demander comment toi tu peux te rendre utile. Et pour ceux de France, pareil. La synagogue, faire des dons. Non, ça y est, ça suffit les dons. Comment tu peux te rendre utile? C'est trop facile de se dédouaner avec un chèque. Comment je peux me rendre utile? T'es un jeune, tu peux être actif sur les réseaux sociaux, yalla. Tu peux organiser des rassemblements, des manifestations, yalla. Et dans l'action. Être dans l'action. Et moi, je crois qu'on terminera sur ces mots arabes. Top. Toda Rabba. Bah, toda rabba. Et à la prochaine. Yalla, à bientôt.